Ma copine avec qui j'étais depuis 4 ans m'a quitté pour un homme meilleur, choisi par sa famille. 2 ans plus tard, elle perd les pédales en me voyant heureux, avec mon entreprise florissante et mon âme sœur. Pour le contexte, j'ai 29 ans, ingénieur en informatique devenu fondateur de start-up. Toute cette saga a commencé il y a environ 4 ans, mais le vrai drame a atteint son apogée tout récemment. J'ai toujours su que la famille de Bianca, 28F, ne m'aimait pas. Je n'étais pas aveugle. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait la gestion d'entreprise dans une école privée UP, et j'étais l'étudiant boursier qui étudiait l'informatique, vivant de nouilles instantanées et de boissons énergisantes tout en construisant ce que j'espérais être la prochaine grande start-up technologique. Le cliché de la rencontre parfaite? Elle a renversé du café sur mon ordinateur portable à la bibliothèque, j'ai fait une blague idiote au lieu de paniquer, et d'une manière ou d'une autre, cela s'est transformé en 4 ans de ce que je pensais être une histoire d'amour authentique. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, non. Les Whitmore étaient trop raffinés pour ça. Mais les regards, les sourires méprisants, leur façon de toujours orienter la conversation vers les hommes qui réussissaient dans leur cercle quand j'étais là, c'était douloureusement évident. Au début de notre relation, Madame Whitmore me présentait comme l'ami de Bianca à l'université. Un ami, après 2 ans ensemble. Sérieusement. Au début, je pensais que Bianca était différente, qu'elle voyait au-delà de leur monde de vieille fortune, des manigances du club de golf et de la mentalité du « statut avant tout ». Elle avait l'habitude de se moquer du côté guindé de ses parents, de lever les yeux au ciel devant les drames de leur country club. On se blottissait dans mon studio miteux, avec cette fuite agaçante au plafond de la salle de bain que le propriétaire ne réparait jamais, à manger des plats à emporter sur mon futon tout en regardant Netflix sur mon vieil ordinateur. Elle me disait que tout ce qui touchait à l'argent n'avait pas d'importance, qu'elle m'aimait moi, pas mon compte en banque. Il s'est avéré que ça comptait, beaucoup. Notre appartement n'avait rien de spécial, un 3e étage sans ascenseur dans un quartier pas terrible, avec des voisins qui soit s'engueulaient à tue-tête, soit faisaient l'amour bruyamment, parfois les 2 à 2 heures du matin. Mais c'était chez nous, vous voyez? On l'avait décoré avec des guirlandes lumineuses, des affiches et toutes ces petites plantes grasses en pot que Bianca n'arrêtait pas d'acheter, même si c'était moi qui finissais par les maintenir en vie. J'avais un vieux chat de gouttière que j'avais recueilli, Pixel, qui renversait constamment tout ce qui se trouvait sur les comptoirs mais qui venait se pelotonner entre nous chaque nuit. Bianca a toujours prétendu qu'elle préférait les chiens, mais je la surprenais à parler à Pixel avec une voix de bébé quand elle pensait que je ne regardais pas. Le début de la fin a commencé lors d'un dîner de famille informel dans le domaine de ses parents, une de ces réunions absurdement excessives où les gens portent des montres qui valent plus que ma voiture, ce qui, pour être honnête, ne voulait pas dire grand-chose. Je conduisais une Honda Civic de 2008 avec une bosse sur le pare-choc et un voyant moteur allumé depuis un moment. Ils buvaient du vin de bouteille qui avait probablement leur propre service de sécurité, tout en parlant de leurs petites escapades de week-end dans les Hamptons ou à Aspen comme si c'était aussi routinier que mon aller-retour hebdomadaire à la laverie. Bianca avait insisté pour que je vienne, disant que c'était juste la famille et que ses parents essayaient vraiment de mieux me connaître. J'aurais dû me douter de quelque chose quand elle m'a demandé de porter un blazer. Je n'en possédais qu'un, celui du mariage de mon cousin 3 ans auparavant. Il était un peu juste maintenant, le stress de la start-up fait prendre du poids, les amis, mais j'ai rentré le ventre et je l'ai mis quand même, j'ai même emprunté de belles chaussures à un ami pour l'occasion. Mais dès que j'ai mis les pieds à l'intérieur, j'ai réalisé que c'était tout sauf familial. Les associés de son père étaient là, avec leur fils. Des hommes qui avaient déjà réussi dans la finance, le droit, l'immobilier. Le genre de gars dont les profils LinkedIn ressemblent aux rêves américains sous stéroïdes, université de l'Ivy League, stage d'été chez Goldman Sachs, des pères qui tutoient les sénateurs. Vous voyez le genre. La conversation s'écoulait sans effort entre stratégie d'investissement et vacances en Europe. Pendant ce temps, moi, je continuais de trimer sur ma start-up, avec à peine une vie sociale, vivant de nouilles instantanées et m'offrant occasionnellement le luxe d'un burrito bowl chez Chipotle, toujours avec du guacamole, parce que je suis un mec chic. Je n'avais pas vraiment d'histoire passionnante à raconter sur ma résidence secondaire dans les Berkshires ou mon dernier voyage de ski dans les Alpes. Il n'a pas fallu longtemps pour que les attaques ciblées, déguisées en conversations anodines, commencent. Alors, toujours en train de travailler sur ce petit projet technologique ? A demandé le père de Bianca, en faisant tourner son whisky dans un verre en cristal qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Une start-up, ai-je corrigé, en essayant de ne pas paraître sur la défensive.
Nous en sommes aux premières phases de développement, mais nous progressons. Je n'ai pas mentionné que notre dernière réunion avec les investisseurs s'était terriblement mal passée, ou que mon cofondateur et moi avions enchaîné des semaines de 80 heures pour corriger des bugs dans notre prototype. Un de ses amis a gloussé, un type avec des dents parfaites et un bronzage en plein février. La tech est si volatile de nos jours. Vous êtes sûr que c'est un investissement judicieux de votre temps? Peut-être qu'un plan de secours ne ferait pas de mal. Il a dit ça avec un sourire en coin, comme s'il me prodiguait une sagesse qui allait changer ma vie, plutôt que d'être simplement condescendant. J'ai vu Bianca bouger, mal à l'aise, sur son siège. Elle ne me défendait pas. C'était nouveau. D'habitude, elle serait intervenue en disant à quel point j'étais passionné ou qu'elle croyait en ce que nous construisions. Cette fois, le silence. Elle s'est contentée de siroter son vin et d'étudier le centre de table florale élaboré comme si c'était la chose la plus fascinante qu'elle ait jamais vue. Puis est arrivé Adrien. La mère de Bianca l'a présenté comme s'il était un prince perdu de vue depuis longtemps. Adrien vient d'être nommé associé junior chez Goldstein et Burke. S'est-elle exclamé, le poussant pratiquement vers Bianca. Avocat d'affaires, diplômé de Princeton, droit à Yale. Un esprit si brillant. Elle aurait tout aussi bien pu lire son profil de rencontre. Et pour une raison quelconque, Madame Whitmore a beaucoup insisté pour qu'il s'assoie à côté de Bianca. Vous avez tellement de choses en commun. A-t-elle roucoulé, alors que j'étais assis de l'autre côté de la table, me sentant soudain comme si j'observais ma propre relation de l'extérieur. Le dîner entier fut un exercice d'humiliation. La conversation revenait sans cesse sur la stabilité, les carrières sûres, le succès avéré. Adrien a parlé de sa récente prime, qui fait ça, de l'appartement qu'il venait d'acheter dans le bon quartier, de ses plans pour devenir associé principal avant 35 ans. Moi, j'ai parlé de rien du tout. Chaque fois que j'essayais de prendre la parole, quelqu'un m'écoutait poliment pendant environ 5 secondes avant de rediriger la conversation. J'ai alors réalisé que ce n'était pas juste un dîner de famille. C'était une audition. Il montrait à Bianca ses options, de vrais hommes avec de vrais avenirs, pas un type qui luttait encore pour percer. Il peignait un tableau de ce que sa vie pourrait être avec quelqu'un comme Adrien, par rapport à ce qu'elle serait avec moi. J'ai à peine survécu à la soirée. Mais le pire, ce n'était pas les pics subtils ou la comparaison orchestrée. C'était Bianca. Elle n'a pas dit un mot pour me défendre. Pas une seule fois. Au lieu de ça, elle a ri aux blagues nulles d'Adrien, lui a posé des questions sur son travail, semblait sincèrement intéressée par ses histoires sur la fac de droit. Elle n'avait jamais montré un tel intérêt pour ma start-up, jamais. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés à mon appartement, l'ambiance était différente. Elle s'est plainte de l'ascenseur en panne, il l'était depuis des mois, rien de nouveau. Elle a mentionné à quel point la salle de bain était petite. Elle a plissé le nez quand Pixel a sauté sur le lit, une chose qui ne l'avait jamais dérangée auparavant. Une semaine plus tard, j'ai eu droit au discours. Elle n'a pas fait traîner les choses. Elle s'est juste pointée chez moi après le travail, toujours dans sa tenue de bureau de son poste en marketing dans l'entreprise d'un ami de son père, un poste qu'elle a obtenu sans même un entretien, mais c'est une autre histoire. Elle s'est assise en face de moi à ma minuscule table IKEA, la même que nous avions montée ensemble en buvant du vin en cubi et en riant des instructions incompréhensibles. La même où nous avions partagé d'innombrables dîners à emporter, des soirées-jeux avec des amis et des discussions nocturnes sur nos rêves. Je t'aime, mais j'ai besoin de stabilité, a-t-elle dit, chaque mot soigneusement répété. J'avais presque l'impression de la voir répéter ce discours devant son miroir. Je ne peux pas continuer à attendre que tu t'en sortes. Ma famille, ils m'ont fait réaliser que j'ai besoin de quelqu'un qui est déjà arrivé. Quelqu'un comme Adrien, ai-je terminé à sa place. Elle n'a même pas eu la décence de paraître surprise. Elle a juste hoché la tête, les yeux baissés, jouant avec la montre coûteuse que ses parents lui avaient offerte pour son dernier anniversaire. Ce n'est pas qu'une question d'argent, a-t-elle insisté, même si nous savions tous les deux que c'était des conneries. C'est une question d'avoir un plan, un avenir certain. J'aurais pu me battre, supplier, promettre de changer, de trouver un vrai travail, d'être n'importe quelle version de moi-même qui s'intégrerait dans la vision de sa famille. Mais quelque chose en moi a craqué. J'ai juste hoché la tête et dit. D'accord. C'est tout ce que j'ai dit. Elle a eu l'air surprise, comme si elle s'attendait à de la résistance, des larmes, une scène dramatique. Mais je n'avais plus rien à donner.
J'étais juste vide. C'est tout? A-t-elle demandé, presque déçue. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Bianca? Que tu me brises le cœur? Que je pense que tu fais une erreur? Que ta famille t'a lavé le cerveau? Est-ce que quoi que ce soit de tout ça changerait ta décision? Elle n'a pas répondu, car nous savions tous les deux que non. 2 jours plus tard, elle a officialisé sa nouvelle relation sur les réseaux sociaux. Pas même une semaine complète après notre rupture, et les voilà, tenus assortis dans un hôtel de luxe dans les Hamptons, son bras autour de sa taille, son sourire large et insouciant. Légende, j'ai trouvé mon âme sœur. Pendant ce temps, je dormais toujours du côté du lit que nous partagions, je trouvais encore ses cheveux dans le drain de ma douche, et j'achetais automatiquement ses céréales préférées à l'épicerie par habitude. J'aimerais pouvoir dire que j'ai instantanément transformé ma douleur en motivation, que j'ai canalisé mon chagrin pour devenir un magnate de la tech du jour au lendemain, mais ce serait une fin de film bidon. La vérité, c'est que j'ai sombré. Dur. Ma start-up s'est effondrée 1 mois après notre rupture. Les investisseurs se sont retirés après l'échec de notre prototype lors d'une démo cruciale. Mon appartement, perdu. Je ne pouvais plus payer le loyer sans puiser dans mes économies déjà en baisse. Mon amour-propre, en lambeaux. J'ai fini par squatter chez mon ami Luc, un gars que je connaissais depuis la première année de fac, qui n'a jamais vraiment compris ma relation avec Bianca mais qui m'a soutenu malgré tout. Son appartement était encore plus petit que le mien, mais il a vidé la moitié de son placard et nous a laissé, moi et Pixel, nous installer dans sa chambre d'amis sans se plaindre. Ça, c'est un vrai ami. J'ai commencé à chercher n'importe quel travail qui pourrait payer les factures, tout en regardant la nouvelle vie parfaite de Bianca se dérouler en ligne. Je sais, j'aurais dû la bloquer, supprimer les applis, tout ça. Mais il y a quelque chose de masochiste dans le chagrin qui vous pousse à continuer de regarder. Des vacances somptueuses dans des endroits que je n'avais vus que dans les films, des dîners haut de gamme dans des restaurants où le menu n'affiche même pas les prix, des cadeaux qui coûtaient plus que ma valeur nette. Chaque publication était comme un doigt d'honneur, comme si elle disait, tu vois, c'est ce que je mérite, pas toi. Et le pire, c'est que sa famille avait raison. Je n'avais rien à montrer pour tout mon travail acharné. J'avais perdu des années à poursuivre un rêve qui ne menait nulle part, tandis qu'Adrien, avec ses costumes sur mesure et son salaire à 6 chiffres, avait tout eu sur un plateau d'argent. J'ai touché le fond quand j'ai croisé Bianca et Adrien dans un café en ville. J'étais en train de récupérer une commande Uber Eats, parce que c'est là que j'en étais maintenant, livreur de repas pour survivre. Debout dans les mêmes restaurants où j'avais l'habitude de manger, maintenant juste pour prendre des sacs en espérant un pourboire décent. La clim de ma voiture était en panne, je transpirais à travers mon t-shirt, et mon téléphone était à 15% de batterie après un service de 10 heures. Ils étaient assis dehors, riant, se tenant la main, habillés comme s'ils sortaient d'une publicité de luxe. Elle avait une nouvelle coupe de cheveux, chère, stylée, le genre qu'on n'obtient pas chez un coiffeur bon marché. Il portait des lunettes de soleil qui coûtaient probablement plus cher que tous les vêtements que je possède. Elle m'a vu, s'est arrêtée au milieu d'un rire, et nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose, du regret peut-être, de la culpabilité. Mais ensuite, c'était parti, remplacé par ce sourire poli qu'on adresse au personnel de service ou à de vagues connaissances. Comme si j'étais un triste étranger qu'elle avait connu autrefois. Ce moment a brisé quelque chose en moi. C'était le dernier jour où je me suis permis d'être une blague. Je suis rentré à l'appartement de Luc, j'ai supprimé toutes mes applications de réseaux sociaux et j'ai pris une décision. Fini de m'apitoyer sur mon sort, fini d'être obsédé par la vie Instagram parfaite de Bianca, fini les excuses. J'ai tout coupé, réseaux sociaux, distractions, excuses, apitoiement. Je suis passé en mode reconstruction totale. Je dormais 4 heures par nuit, je travaillais à 2 emplois Uber Eats pendant la journée, et de nuit à faire l'inventaire dans une épicerie et je passais chaque seconde libre à reconstruire ma start-up à partir de zéro. Mais la différence, cette fois, c'est que je suis devenu plus intelligent. Fini de courir après les investisseurs avec des idées à moitié cuites et des présentations tape à accent grave l'œil. J'ai appris à démarrer avec mes propres moyens et à construire quelque chose de réel avant de demander de l'argent. Fini de faire confiance facilement. J'ai gardé mon cercle restreint, essentiellement juste Luc et quelques autres amis fidèles, et j'ai travaillé en silence. Fini de perdre du temps. J'ai éliminé les distractions, abandonné les amis qui voulaient juste se plaindre de la vie et je me suis concentré sur les résultats. Luc a été un saint pendant tout ce temps.
Il m'apportait du café pendant mes longues nuits de codage, s'assurait que je mangeais autre chose que des barres protéinées et ne s'est jamais plaint une seule fois que je transforme son salon en bureau improvisé. Il m'a même aidé à organiser des entretiens avec des contacts de son travail quand j'essayais d'obtenir mes premiers clients professionnels. Ce gars mérite son propre poste sur sa réussite. Et ne vous inquiétez pas, il l'a eu. Il cartonne maintenant dans le travail de ses rêves et vient d'acheter sa première maison. Pendant les 2 années suivantes, j'ai disparu du monde de Bianca. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait, avec qui elle était, si elle était heureuse, et honnêtement, j'avais cessé de m'en soucier. Pendant qu'elle jouait la femme au foyer pour Adrien, je travaillais plus dur que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Ma nouvelle idée de start-up est en fait née de mon échec. Au lieu d'essayer de créer une application grand public révolutionnaire, j'ai pivoté vers le B2B, la technologie juridique pour être précis, une analyse de contrats alimentée par l'IA qui pouvait faire en quelques secondes ce qui prenait des heures à des avocats juniors. C'était un travail peu sexy, sans glamour, dont personne ne parle sur les réseaux sociaux, mais il résolvait un vrai problème que j'avais personnellement rencontré en essayant de naviguer dans les documents juridiques pour ma start-up précédente. Et puis, tout a changé. Un jour, ma start-up a trouvé son marché. Un moment viral dans une publication de l'industrie, un témoignage d'un gros client qui a ouvert des portes. Soudain, je ne luttais plus, je passais à l'échelle supérieure. Des entreprises nous contactaient, les investisseurs appelaient, et non l'inverse. Et juste comme ça, mon entreprise, celle dont tout le monde s'était moqué, était soudainement en concurrence directe avec des cabinets comme celui d'Adrien. Et il était sur le point de l'apprendre à ses dépens. 2 ans. C'est le temps qu'il a fallu. 2 ans de labeur dans un silence complet, 2 semaines de travail démentiel, à surmonter tous les obstacles, et il y en a eu beaucoup. Des moments où j'ai failli abandonner, où j'ai pensé que peut-être Bianca et sa famille avaient eu raison à mon sujet. Mais j'ai continué. J'avais maintenant une équipe incroyable, des gens qui croyaient en la vision, qui travaillaient aussi dur que moi, qui étaient devenus comme une famille. Nous avions nos propres blagues, notre rituel hebdomadaire des bières du vendredi après-midi sur le toit terrasse du bureau, nos histoires de guerre de nuit de codage et d'échéances impossibles que nous avions pourtant respectées. Et puis, soudain, les choses ont commencé à se mettre en place. Ma start-up ne faisait pas que survivre, elle se développait à toute vitesse. Nous avions décroché un client majeur, l'un des 5 plus grands cabinets d'avocats du pays. Cela a conduit à plus de contrats, plus d'investisseurs, plus de reconnaissance dans l'industrie. En quelques mois, nous nous sommes étendus à l'international, ouvrant des bureaux à Londres et à Singapour. Mais le vrai coup du sort, c'est que notre plus grande perturbation du marché se situait dans la technologie du droit financier, le même secteur où travaillait Adrien. Nos outils d'IA rendaient les collaborateurs juniors des grands cabinets obsolètes, automatisant le travail ingrat sur lequel des types comme Adrien avaient bâti le début de leur carrière. Cela signifiait que mon entreprise menaçait directement l'avenir de son cabinet, et il n'avait aucune idée de qui était derrière tout ça. La première fois que j'ai recroisé Bianca, c'était complètement imprévu. J'étais à un événement exclusif de l'industrie, non pas en tant qu'invité, mais en tant que conférencier vedette. 1 an auparavant, je n'aurais même pas pu me payer le billet d'entrée. Maintenant, j'étais l'une des attractions principales, parlant de la façon dont notre technologie remodelait les services juridiques. Alors que je terminais mon discours, serrant la main d'investisseurs et de dirigeants dans un costume qui, cette fois, m'allait parfaitement, j'ai repéré les parents de Bianca de l'autre côté de la pièce. Ils avaient l'air différents. Moins suffisants, moins méprisants. Ils m'ont reconnu instantanément. Les yeux de sa mère se sont écarquillés de choc, sa coupe de champagne s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. Son père, qui s'était autrefois moqué de moi à sa table, m'a juste fait un lent hochement de tête, comme s'il me respectait soudainement, comme si j'étais enfin digne de sa reconnaissance. Puis j'ai vu Bianca. Elle se tenait à l'écart, figée, me fixant comme si elle avait vu un fantôme. Elle était belle, bien sûr, mais différente. Le sourire insouciant de ses publications Instagram avait disparu. Elle ne s'est pas approchée de moi, je ne me suis pas approché d'elle. Mais j'ai vu la façon dont son expression est passée du choc à la prise de conscience, puis à autre chose. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à du regret. À partir de cette nuit-là, les choses n'ont fait qu'empirer pour Bianca et Adrien. Leur relation s'effritait déjà. J'ai appris plus tard par des amis communs qu'il était exactement ce à quoi je m'attendais, un homme froid, obsédé par l'image, autoritaire, qui la traitait comme un accessoire plutôt qu'une partenaire.
Au début, elle avait adoré la vie glamour, les voyages de luxe, les dîners chics, la validation des réseaux sociaux. Mais après la fin de la lune de miel, la réalité l'a frappée de plein fouet. Adrien n'était jamais à la maison, toujours en train de travailler ou de réseauter, ce qui impliquait apparemment beaucoup de soirées tardives avec des collègues féminines. Il contrôlait l'argent, s'assurant que Bianca n'ait jamais un accès indépendant à quoi que ce soit. Il dictait comment elle devait s'habiller, parler en public, qui elle pouvait fréquenter. Et le pire de tout, ses parents prenaient son parti à chaque fois. Elle n'était plus le trophée, Adrien l'était. Bianca avait tout abandonné pour la sécurité, et maintenant elle était malheureuse. Les menottes dorées étaient solidement en place. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une invitation du père de Bianca. Il m'a personnellement contacté pour m'inviter à une réunion d'affaires privée, un de ces événements de réseautage d'élite où les puissants se serrent la main à huis clos et concluent des marchés autour de verres de scotch à $200. Il y a quelques années, ils auraient ri à l'idée de m'inviter. Maintenant, ils me voulaient dans la salle. J'ai accepté, non pas parce que je voulais leur approbation, mais parce que je savais exactement pourquoi j'étais invité. J'étais en train de gagner, et ils voulaient leur part du gâteau. Quand je suis arrivé à l'événement, avec un retard calculé, pourquoi pas, j'ai vu Bianca et Adrien debout ensemble. Adrien avait l'air différent. Stressé, les épaules tendues, vérifiant constamment son téléphone. Son cabinet était en difficulté, et je savais pourquoi. Mon entreprise avait raflé une énorme partie de leur clientèle. Notre logiciel faisait le travail des collaborateurs de première et deuxième année pour une fraction du coût, et les cabinets d'avocats abandonnaient les méthodes traditionnelles pour notre plateforme à un rythme alarmant. Ils ne savaient probablement même pas encore que j'en étais la raison. Mais Bianca, elle, le savait. Au moment où nos regards se sont croisés à travers la pièce, je l'ai vue. La même expression qu'elle avait lors du dernier événement, mais cette fois, c'était pire. C'était un regret indéniable. Une semaine après l'événement, elle m'a contacté. J'avais supprimé son numéro il y a longtemps, mais son message est quand même arrivé. Hey, ça fait un bail. Je me demandais si on pouvait se voir un de ces jours. Juste pour parler. J'ai ignoré. Un jour plus tard, elle a réessayé. Je sais que ça s'est mal terminé, mais j'ai beaucoup réfléchi. Nos conversations me manquent. J'ai ignoré ça aussi. Mais ensuite, elle a fait un geste désespéré. Elle s'est présentée à mon bureau. Il était tard, vers 20h. Mon équipe était déjà partie, et je finissais quelques emails quand la réceptionniste m'a appelé. Il y a une femme ici qui demande à vous voir. Elle dit que c'est important. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. J'ai hésité à la renvoyer, mais j'ai réalisé que c'était mon moment. Alors je l'ai laissée monter. Elle est entrée timidement, regardant autour d'elle mon bureau d'angle avec ses baies vitrées et son mobilier moderne, si différent de l'appartement exigu que nous partagions autrefois. Sa confiance était complètement brisée. Fini la fille suffisante et arrogante qui m'avait dit un jour que je n'étais pas à sa hauteur. Maintenant, elle avait l'air nerveuse, plus petite en quelque sorte. « Salut », dit-elle doucement, avec un triste sourire. Ça fait un moment. Je me suis adossé à mon fauteuil, les bras croisés, silencieux, la regardant s'agiter sous mon regard. Elle a hésité, puis a pris une profonde inspiration. J'ai eu tort, a-t-elle admis. Surtout. J'ai écouté ma famille et j'ai jeté quelque chose de vrai pour quelque chose de faux. Elle s'est mordu la lèvre, cherchant une réaction sur mon visage. Tu me manques, a-t-elle murmuré. Notre histoire me manque. J'ai penché la tête. Notre histoire ? Elle a hoché la tête rapidement, une lueur d'espoir dans les yeux. Je sais que je t'ai fait du mal, mais peut-être qu'on pourrait recommencer. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai ri. Pas de colère, pas d'amertume, juste de l'amusement. Recommencer ? Ai-je répété en secouant la tête. Bianca, notre histoire s'est terminée le jour où tu les as choisis, eux, plutôt que moi. Elle a grincé des dents, mais je n'avais pas fini. Tu ne voulais pas de moi quand j'étais fauché. Tu ne croyais pas en moi quand je galérais. Mais maintenant que j'ai réussi, maintenant tu veux revenir ? Son visage s'est décomposé. Je me suis levé, boutonnant ma veste de costume, sur mesure cette fois, du même endroit qui faisait probablement ceux d'Adrien. Bianca, je ne pense pas à toi. Tu ne me manques pas. Et je n'ai certainement pas besoin de toi. Et puis,
Pour le coup de grâce, la porte du bureau s'est ouverte. Ma petite amie est entrée. Une brillante conceptrice de produits que j'avais rencontrée à une conférence tech, qui avait cru en notre entreprise alors que nous travaillions encore depuis l'appartement de Luc. Une femme magnifique, intelligente, qui éclipsait Bianca de toutes les manières possibles. Le visage de Bianca est devenu blême. Je me suis tourné vers ma copine, lui adressant un sourire chaleureux avant de regarder à nouveau Bianca. Tu vois, j'ai bien trouvé quelqu'un à ma hauteur, ai-je dit. Il s'avère que ce n'était tout simplement pas toi. Sur ce, j'ai raccompagné Bianca à la porte et je l'ai refermée derrière elle. Mais ce n'était pas la fin. C'était juste le début des vraies retombées. Quelques semaines plus tard, le bruit a commencé à courir que le cabinet d'Adrien était en sérieuse difficulté. Il s'est avéré que la technologie juridique de mon entreprise, alimentée par l'IA, raflait des clients à un rythme effrayant. Un service plus rapide, des frais moins élevés, plus d'efficacité. Nous faisions en quelques minutes ce pourquoi ils facturaient des heures à leurs clients. Le cabinet d'Adrien perdait de l'argent à essayer de rivaliser. Les anciennes méthodes ne fonctionnaient plus, et au lieu de s'adapter, les associés paniquaient. J'ai entendu par des contacts comme qu'Adrien pétait les plombs en privé. Ils travaillaient plus de 80 heures par semaine, essayant désespérément de retenir leurs meilleurs clients. Il réprimandait ses collaborateurs juniors, s'en prenait au personnel. Les investisseurs retiraient leurs fonds, voyant son cabinet comme un dinosaure dépassé sur un marché qu'ils ne contrôlaient plus. Et la cerise sur le gâteau, Adrien n'avait toujours pas fait le lien. Il ne savait pas que j'étais derrière l'entreprise qui ruinait sa carrière. Pendant qu'Adrien s'effondrait au travail, les parents de Bianca paniquaient aussi. Ils avaient passé des années à me dénigrer, me traitant comme un loser fauché indigne de leur fille. Maintenant, ce « loser » était plus riche, plus puissant et plus respecté que tout leur cercle social. Et soudain, ils voulaient faire comme si le passé n'avait jamais existé. Ça a commencé par de petits gestes. La mère de Bianca m'a envoyé un email poli pour me féliciter de mon succès. Son père m'a mentionné dans une interview, me qualifiant un des entrepreneurs les plus prometteurs de la décennie. Ils m'ont invité à un autre événement professionnel, le présentant comme une opportunité de réseautage. J'ai tout ignoré. Puis le père de Bianca m'a appelé directement. J'ai répondu par pure curiosité. Je pense que nous devrions parler, mon garçon, a-t-il dit, son ton chaleureux, paternel, comme si nous n'avions pas été dans une guerre tacite pendant des années. Je l'ai laissé divaguer sur les opportunités commerciales, les partenariats potentiels, le fait de passer l'éponge. Puis, après une pause, il en est finalement venu à la vraie raison. Écoutez, Bianca a fait une erreur. Je le sais, nous le savons tous. Mais elle traverse une période difficile, et je pense que si vous vous asseyez tous les deux. J'ai raccroché au milieu de sa phrase. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste une pure manœuvre de contrôle des dégâts intéressés. C'était la dernière fois que je répondais à leurs appels. Le moment où Adrien a finalement réalisé que j'étais derrière sa chute fut glorieux. J'étais à une conférence d'affaires de haut niveau, intervenant dans un panel sur l'avenir de l'IA et du droit. Le PDG d'un grand cabinet a publiquement fait l'éloge de mon entreprise, en disant, honnêtement, ces gars-là changent la donne. Même certains des plus grands cabinets ont du mal à suivre, y compris certains acteurs historiques que nous connaissons tous. La caméra a balayé le public, et là, dans la foule, Adrien. Son visage était complètement vidé de sa couleur, son expression un mélange de choc et d'horreur naissante. La prise de conscience l'a frappé comme un camion. Je n'étais pas juste un ex fauché de sa copine, j'étais l'homme qui détruisait sa carrière. Plus tard dans la nuit, il a craqué. J'ai reçu un texto d'un contact commun, mec, Adrien vient de péter un câble en réunion, tu dois voir ça. Apparemment, lors d'une session de stratégie à l'échelle du cabinet, l'un de ses associés a mentionné mon entreprise comme un exemple de ce dont ils avaient besoin pour être compétitifs, et Adrien a perdu la tête. Il a frappé la table, crié sur ses propres patrons, affirmant que je n'étais qu'un imposteur chanceux, insistant sur le fait que nous allions nous planter. Sauf que le problème, c'est que tout le monde dans cette salle ne riait pas avec lui. Il le regardait comme s'il avait perdu la raison. Il réalisait ce que je savais déjà, Adrien n'était pas l'avenir. C'était moi. J'aurais pu en rester là. Mais non. Je voulais mettre un terme complet à cette histoire. Vous voyez, il me restait un dernier coup à jouer. Quelques mois plus tard, mon entreprise était prête pour sa plus grosse acquisition.
nous rachetions un cabinet juridique plus petit mais très influent, qui se trouvait être un concurrent direct d'Adrien. Ce n'était pas juste une décision commerciale. C'était échec et mat. Une fois l'accord finalisé, nous avons débauché plusieurs des meilleurs clients d'Adrien. Et juste comme ça, son cabinet s'est effondré. En 6 mois, ils ont été contraints de fusionner avec un concurrent. Adrien n'était plus un associé, plus un patron. Il était juste un autre employé, faisant probablement le même travail ingrat dont il s'était vanté d'avoir échappé des années auparavant. Et Bianca? Elle avait épousé un homme dont la carrière était maintenant en chute libre. De la même manière qu'elle m'avait quitté pour la sécurité, elle était maintenant coincée avec un homme qui avait tout perdu. Et moi? J'avais gagné. Pas seulement professionnellement, mais personnellement. Je m'étais reconstruit à partir de rien, j'avais créé quelque chose de significatif et j'avais trouvé le bonheur à mes propres conditions. J'ai croisé Bianca une dernière fois. C'était dans un salon d'aéroport, de tous les endroits possibles. J'attendais mon vol pour Tokyo, pour développer le marché asiatique, quand je l'ai remarquée assise seule, fixant son téléphone. Pas de sac de créateur, pas de bijoux coûteux. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée. La vie parfaite avait laissé des traces. Elle m'a vu, et pendant un instant, j'ai vu l'espoir briller dans ses yeux. Elle s'est levée comme pour s'approcher. J'ai simplement secoué la tête. Puis, je me suis retourné, je suis monté à bord de mon vol en première classe et je ne me suis jamais retourné. Finalement, je n'ai pas eu besoin de détruire Bianca. Elle s'en est chargée toute seule. Elle avait échangé un amour véritable contre un statut, et maintenant, ce statut avait disparu. Adrien, autrefois le pourvoyeur parfait, n'était plus qu'un autre avocat en disgrâce essayant de rester à flot. Leur vie autrefois glamour était réduite à la médiocrité. Pendant ce temps, j'avais tout ce pourquoi j'avais travaillé. Mon entreprise était maintenant une force dominante dans l'industrie. J'avais de vrais amis, une vie que j'avais construite de A à Z, et une relation avec quelqu'un qui croyait vraiment en moi. Je n'ai jamais répondu au dernier message de Bianca, jamais reconnu ses tentatives silencieuses de renouer le contact. Parce qu'au final, la meilleure vengeance n'était pas de ruiner sa vie. C'était simplement de vivre la mienne. Mieux, plus heureux, et sans elle. Ma copine m'a largué parce que je n'avais pas assez de succès pour sa famille huppée. 2 ans plus tard, ma start-up a accidentellement détruit la carrière de son nouveau petit ami, et j'ai pu assister à l'effondrement de leur vie parfaite pendant que la mienne prospérait. Oh punaise, ce post a explosé pendant la nuit. Merci pour toutes les récompenses et les commentaires. Pour répondre à quelques questions fréquentes, oui, je suis toujours avec mon incroyable copine, ça fait 1 an et demi maintenant. Pixel le chat est toujours avec moi et mène la belle vie dans notre bureau qui accepte les animaux. Et l'entreprise continue de croître. Et non, je ne me sens pas mal pour ce qui est arrivé à Adrien. Pour ceux qui demandent si c'est une histoire inventée, si seulement. J'ai dû changer quelques détails pour des raisons de confidentialité, mais l'histoire de fond est 100% réelle. Parfois, la vie ressemble vraiment à une fin de film.